Laszlo Gara et sa femme Nathalie, née en fait Tauba Rabinovich, ont publié en France en 1946 un roman écrit à deux, Saint Boniface et ses Juifs. C'est à Alain Puschkes que je suis reconnaissante de l'idée qui m'a été proposée de présenter ce roman qui en fait a été traduit bien plus tard par Laszlo, lui seul, qui a été traduit en hongrois et qui a été retrouvé en fait dans les archives du musée littéraire Petőfi, donc, et qui est précisément qui grâce à en vient d'être publié Saint Boniface et Slakói. Alors, je m'attacherai tout d'abord à décrire la genèse du roman français en montrant son inscription dans un registre qui n'est pas de réalisme, mais de fiction, vraiment de fiction, tantôt satirique, tantôt dramatique. Je tâcherai ensuite d'en montrer la dimension multiculturelle, et puis ensuite enfin les problèmes qu'on peut rencontrer dans le passage de la version hongroise. D'abord la genèse du livre français et son ancrage réaliste. Alors, comme il a été dit par Kassai György, les Gara avaient dû quitter Paris dès 1940 en raison des premières lois anti-juives. Ils ont fini par se réfugier dans la zone dite libre de la France occupée, dans la petite ville ardéchoise de Lamastre et un village proche aussi, Saint-Basile. Le retour à Paris n'a pu se faire qu'à la fin de la guerre, en 1945 à peu près. La rédaction de l'ouvrage français, donc fait par les deux, semble s'être faite essentiellement en deux temps. D'abord entre mai 1942 et août 1944, lors du séjour des Gara en Ardèche, et puis en un second temps, après le retour à Paris en 1945-1946, une deuxième étape. Le roman français comporte donc plusieurs strates et son ton a évolué avec les étapes de la guerre, parce que l'issue à certaines périodes de la rédaction restait incertaine. Donc même en sachant à la toute fin ce qu'il était advenu, malgré tout, il y a quand même des traces dans le début du roman de cette incertitude qu'ils avaient. L'intrigue du roman, elle, se centre sur uniquement 6 mois qui débutent très précisément le 16 mai 1942 pour s'achever le 16 novembre de la même année 42. Alors le texte donc a connu plusieurs étapes. Il a aussi été écrit par 2 auteurs. D'une part Nathalie, d'autre part Laszlo. Donc je disais que la version hongroise n'a été établie que par Laszlo et ultérieurement. Alors bien que Saint Boniface et ses Juifs en français ait été écrit par 2 auteurs, l'idée d'œuvre commune est à nuancer. On ne peut pas dire qu'il y a une œuvre commune, vraiment. Il y a plutôt la mise en commun d'éléments perçus et imaginés par 2 subjectivités distinctes, puis ensuite fondus en un seul récit. Certains éléments seront à replacer, on le voit assez nettement quand on regarde bien le livre en français, par rapport à une première origine qui est Nathalie, et puis d'autres, on voit bien que cela provient de Laszlo, si on connaît en fait l'arrière-plan. Ou alors certains passages peuvent même avoir été conçus et rédigés par l'un des auteurs, et puis l'autre étant un peu en retrait à ce moment-là. Donc cette dualité est présente pratiquement dans la totalité du roman français, et elle révèle beaucoup en ce qui concerne ensuite la comparaison avec la version hongroise qu'a créée, disons, Laszlo Gara. Alors il y a dans le roman un ancrage historique et géographique réel. Le personnage central du roman est un journaliste hongrois, juif hongrois réfugié en France, qui a dû quitter Paris du fait de ses origines et qui a emmené avec lui sa femme étrangère, elle aussi, et leurs deux jeunes enfants. Donc on y voit une projection de Laszlo Gara, réfugié avec sa femme polonaise Nathalie et leur petite fille. Alors Lamastre, où ils se sont installés, où ils se sont réfugiés, est devenu le modèle d'une petite ville qui apparaît dans le roman et qui est renommée Francheville. Et puis, alors, ce qui a fourni le modèle de ce Saint Boniface fictif est en réalité un village proche qui s'appelle Saint-Basile. Alors, des différences réalistes, donc pour ce qui concerne l'ancrage réaliste, des références réalistes décrivent les difficultés de la subsistance quotidienne en zone libre, même en zone libre bien sûr, centre de ravitaillement, réquisition de la production agricole, tout est rationné.
Des journées entières sont passées à chercher des denrées élémentaires. Certains produits de consommation courante sont remplacés par des ersatz, par exemple le café, le tabac, etc. Bien sûr, les paysans de Saint-Boniface se livrent à un marché noir très florissant. En cachette, ils plantent du tabac, engraissent des cochons, battent du beurre, cuisent du pain, et tout cela était parfaitement interdit, bien sûr. Parmi les divers éléments qui renvoient également à la culture locale, disons de la petite ville, le texte donne beaucoup de détails, par exemple la mention des auteurs que l'on trouve dans je cite, dans la bibliothèque municipale de Francheville. Alors ce sont tous des écrivains réactionnaires, anti-Dreyfusards et antisémites, et leurs noms sont cités, il y en a beaucoup. Par exemple, entre autres, Gyp, qui est assez connu et qui a publié plus de 120 romans qui avaient beaucoup de succès auprès des jeunes filles. L'un des personnages locaux, également dans le récit, qui est un riche paysan protestant aux idées larges, passionné de la Révolution française, et auquel les Garat donnent le nom de Lévi Seignos, est en fait l'historien Charles Seignobos, qui est né à La Mastre, en Ardèche. Seignobos a enseigné à la Sorbonne quand les Garat y étudiaient, dans les années 20. C'était un Dreyfusard farouchement opposé à Pétain, et il venait de mourir en avril 1942 en résidence surveillée, c'est-à-dire ce qui était l'alternative à la prison. Donc on peut imaginer que les Garat lui rendaient un certain hommage quand il montre Varèche faisant de fréquentes allusions à un livre qu'il est en train d'écrire intitulé Les paradoxes de l'histoire, quand on sait que le livre majeur de Seignobos s'intitulait La méthode historique appliquée aux sciences sociales. Donc le récit comporte des dates historiques explicites qui renvoient à des événements bien précis de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer, j'en citerai simplement un qui est assez qui illustre pas mal les choses. C'est le 18 juin par exemple, naturellement de 1940, mais en l'occurrence, dans le texte, les Garat parlent comme un événement, donc parle de ce 18 juin, il l'associe au 18 juin 1942, et on en fait toute une histoire parce que cela devient l'anniversaire de l'instituteur du village de Saint-Boniface, Longeau. Donc on voit qu'il y a un renversement ironique des repères historiques, et c'est comme ça, nombreux points de dates qui sont pris, qui renvoient à des dates précises et qui sont transposés avec des choses triviales, parfaitement triviales. Maintenant, passage à une fiction construite, parce que là on était dans l'ancrage réaliste. Alors à partir du mois d'août 82, les Garat pouvaient en fait difficilement observer la vie du village, de la Mastre et de Saint-Boniface. Ils devaient se cacher parce qu'ils étaient en danger de mort à double titre, d'une part en tant qu'étrangers et d'autre part en tant que juifs. Ils étaient cachés, ils sont restés cachés toute la fin de la guerre et ne pouvaient pratiquement pas sortir de leur maison. Et c'est sans doute cette contrainte d'isolement assez angoissante qui les a conduits à se lancer ensemble dans un texte de fiction qu'ils ont au départ conçu comme une satire, comme un peu pour se libérer de cette angoisse par le biais du comique. Donc s'agissant du livre français, on signale deux choses. D'une part, l'édition originale parue en 1946 portait le titre de Saint-Boniface et ses Juifs. Ce titre a été changé lors des deux rééditions qui ont suivi. Par exemple, en 1999, le livre devient Saint-Boniface et ses Juifs, mais surtout sous-titré Un été 42 en Ardèche. Et puis en 2016, Un été 42 en zone libre, où les Juifs ont totalement disparu comme mention. Donc on peut regretter la disparition de la mention de Juifs, qui donnait au livre son caractère provocateur. Je pense que c'était surtout Nathalie qui le voulait. D'autre part, le titre original permettait d'introduire une métaphore, parce que Saint-Boniface est en fait le saint patron de la Germanie, donc de l'Allemagne, d'où une dichotomie entre la figure de la Germanie et puis ses Juifs. La construction du livre est très élaborée. Elle tient en 7 parties ou chapitres, et chaque chapitre contient lui-même 7 sous-parties. Et je reviendrai plus loin sur cette construction, si j'ai le temps. Dès le départ, la narration prend un style qui n'est pas donc celui du réalisme. Alors, on s'écarte du réalisme
on voit, c'est une fiction. Donc les indices transposés que sont les dates. Ensuite, à l'intérieur de Saint-Boniface, les limites de certains terrains qui sont occupés par les réfugiés, alors vont donner à une exploitation comique. Alors par exemple, on parlera de la ligne de démarcation entre les terrains occupés par les réfugiés étrangers et puis les terrains habités par les autochtones, donc qui rappelle la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands. Et puis d'autres termes métaphoriques, comme par exemple certains terrains qui sont partagés entre les paysans autochtones et les réfugiés, qui sont qualifiés de concessions internationales. La forme du texte situe le lecteur dans une fiction de type comédie épique du XVIIIe siècle, ça c'est très net. Donc chaque sous-chapitre porte une mention, en fait une introduction d'apparence sibylline ou cocasse, avec pratiquement toujours un double sens. Je prends uniquement le tout premier, qui s'intitule « Où Madame Hermelin cherche midi à 14h ». Ce titre fait référence d'une part à l'activité de cette Madame Hermelin, qui est toujours en quête d'argent ou de nourriture, et qui les cherche en général au mauvais endroit, et d'autre part au cadre réel des villages français sous l'occupation, où de fait les pendules des mairies, par ordre de l'administration allemande, avaient été mises à l'heure allemande, c'est-à-dire avancées de 2 heures. Alors, il y a cette satire, bien sûr, il y a d'autres éléments satiriques. On a une influence, mais très mineure, je dirais, d'un roman qui avait été publié en 1934, donc relativement peu de temps avant la guerre, le roman satirique français Cloche-Merle de Gabriel Chevalier, mais qui mettait en scène les habitants d'un petit village de France, avec une galerie de personnages présentés sous un jour grotesque. Mais il y avait un ton tout à fait différent et surtout très grivois, et ce ton-là n'est pas dans Saint-Boniface. Alors on voit également la satire qui épingle d'autres choses, comme l'oisiveté des bourgeois français sous l'occupation. Un certain riche Georges Duchesne se renomme Georges Duchesne et s'ennuie, alors il tient des cénacles intellectuels, met sur pied des spectacles d'avant-garde ridicules. Donc pendant toute une première partie du livre, c'est une déformation grotesque qui domine. Donc en dépit de son ancrage dans un contexte vécu, il se rattache par son ton très nettement à la fiction. Alors ce sera, pour ce qui concerne le ton, il sera tout à fait différent dans les 2 derniers chapitres, le 6 et le 7, alors que les 5 premiers chapitres sont construits sur une ironie mordante, les sujets dépeints avec dérision. Les 2 derniers font passer un registre tout à fait différent. Le fil narratif s'attache surtout à la tragédie qui touche les personnages juifs. Du reste, concernant les personnages du roman, j'en ai fait le recensement, il en compte plus de 90, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que ce qui compte n'est pas tant la psychologie des personnages, ni même ce qu'ils font. C'est plutôt ce qui les caractérise, c'est leur nom, et qui les fait identifier comme soit des paysans locaux ou des autochtones, soit alors comme des réfugiés en général juifs et étrangers. Et puis on a dans une zone intermédiaire, quelques réfugiés bourgeois français qui ont quitté Paris parce qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise, disons, en zone occupée. Alors il y a 3 personnages qui dans le récit vont prendre un peu plus de relief. Qui vont servir qui vont fonctionner comme source de discours intérieur. Les 3 sont des personnages juifs réfugiés qui se nomment Rosenfeld, Bloch et Kleinhandler. La principale figure du roman est quand même le journaliste hongrois Veres. Et justement, Gála a choisi de le nommer Veres, tout comme le personnage principal du roman de Moritz, Az Isten háta mögött, qu'il avait traduit une dizaine d'années plus tôt. C'est peut-être, je pense que c'est peut-être par hasard ou peut-être pas. Les noms choisis par les Garas pour les autochtones sont à connotation burlesque. Brandouille pour le facteur qui ne trouve jamais grand-chose. Madame Hermelin qui évoque une fouine. Les prénoms des habitants locaux sont d'un vieillot ridicule.
Philibert, Hippolyte, Ernest Augustin. Les réfugiés étrangers, eux, portent des noms juifs qui marquent très clairement leur judéité, Rosenfeld, Klein, Handel, Pinkas, ainsi que leurs prénoms, Rebecca, Moïse, Jéroboam. Quand le Polonais Bloch ne veut pas froisser les oreilles françaises, je cite, il appelle René, sa femme Rebecca. Alors il y a également, je pourrais développer, mais je pense que je n'ai peut-être pas trop le temps, n'est-ce pas 2-3 minutes. D'accord. Alors il y a un contraste, quelque chose que l'on peut reprocher à ce roman, c'est que les auteurs, donc Nathalie Rabinovitch et Laszlo Gara, ont forcé, disons, de façon caricaturale, le contraste entre catholiques et protestants dans la région. Ils exagèrent un petit peu. En fait, ils veulent faire une exploitation comique du contraste entre les deux communautés. Ils parlent de guerre de religion qui devrait revenir. Bon, tout ça est fortement exagéré. En revanche, bon, je ne parle pas non plus de ce qui aurait pu, qui est un thème intéressant, c'est ce que décrivent les Gara en particulier sur le contraste, le sort qui est réservé d'abord uniquement aux juifs étrangers, puis ensuite aux juifs français également, mais cela c'est une autre chose. Alors, ça parle effectivement de l'antisémitisme de la France sous l'occupation. Alors maintenant, on va venir à ce qui se passe dans la version hongroise, quels sont les problèmes que cela pose. La version hongroise, alors on ne sait pas exactement à quelle date Laszlo a choisi de traduire, il a fabriqué cette traduction en hongrois, qui a été retrouvée donc dans les archives du musée Petőfi. Il n'y a pas de date ni de lieu. Il semble toutefois qu'elle ait dû être rédigée peu de temps après la sortie du roman français. Elle devait être suivie par un second, donc le roman français devait être suivi par un second roman qui n'a jamais été fait par Laszlo Gara et sa femme, l'Apocalypse à Saint-Boniface. Donc on peut s'imaginer qu'il voulait continuer et il voulait surtout fabriquer sa version du livre. Il a transposé et finalement, ce qui est intéressant, le plus intéressant je pense, c'est que là où nous connaissons, enfin les francophones connaissent, ou les hongarophones qui connaissent Gara, connaissent surtout les traductions qu'il a faites du hongrois vers le français, alors que ici, il écrivait en hongrois, c'est-à-dire qu'il s'adressait à un public qu'il connaissait bien, qui était sa langue maternelle, son public d'origine. Et donc, il a choisi de présenter sa version, donc il est difficile de parler d'une traduction. Voilà, donc je signale simplement avant de terminer que lui aussi, alors lui, comme les éditions qui ont suivi après la première édition du livre français, a atténué le titre original. Il n'a pas intitulé Saint Boniface et Zsidói, mais Saint Boniface et Szlachói. Donc le caractère provocateur a disparu. Quant aux détails, que je ne détaillerai pas moi, en revanche, alors ce qu'il n'a pas traduit, il a vraiment choisi, soit parce qu'il pensait que ça ne serait pas correctement interprété, ça ne serait pas interprétable par le public hongrois des années 50 ou 60, soit alors des éléments lui semblaient un peu trop orientés au plan religieux ou politique. Ou alors il n'était même peut-être pas sûr d'avoir une connaissance suffisante des références françaises, ce qui en fait arrivait pour Gara. Bien, alors je pense qu'en particulier ce qu'il a évité, et par là je terminerai, il a évité tous les termes ingérieux. Par exemple, dans la version française, Daniel Cahen, un juif qui dit au gendarme qui vient l'arrêter « je vous dis merde », eh bien ça a été complètement supprimé. Et puis également, lors d'une réunion des paysans, Lévi Seignos qui s'écrit « nous ne sommes pas des couillons », ça c'est devenu « nem vagyunk engedelmesbirkák ». Bon, alors il y a parfois aussi des difficultés liées à la traduction du lexique liées aux catholiques et aux protestants, parce que justement les Gara n'ont pas perçu la différence des minorités religieuses en France. Également, certaines disparitions des noms de lieux liés au judaïsme à Paris, tous les quartiers juifs en particulier, la rue des Rosiers, le carreau du Temple, etc. Ce qui a disparu également, ce sont des références que peut-être Gara pensait pas toujours bien, enfin ne serait pas très bien vues. Pour Pétain, il traduit par Marshall, on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
Et puis il y a des plaisanteries naturellement qu'il ne pouvait pas traduire. Par exemple, quelqu'un qui dit la Drôme est devenue un véritable juivodrome. Voilà, donc ce qui a également disparu dans la version de Laszlo, ce sont tous les termes yiddish et hébreu. Il y en avait énormément dans les 2 derniers chapitres du livre, 6 et 7, une bonne quarantaine et des conversations entières en yiddish. Ça, manifestement, ça devait être Nathalie qui les avait introduites. Et ça devait être au moment où Laszlo était sur le front en train de participer à des opérations de résistance. Bon, alors ce que j'aimerais quand même dire, c'est que le livre Saint-Boniface et ses Juifs en français, ça n'est pas une description réaliste d'un village en zone libre sous l'occupation, pas du tout. Il y a une situation vécue, certes, mais elle est entièrement transposée. Tout est déformé, tantôt sous l'angle ironique, comme je disais, tantôt avec le pathos qui pèse sur la communauté juive. Et on était donc face à une dénonciation violente de préjugés. Cependant, ce n'est pas un pamphlet, c'est une œuvre littéraire. La langue française est remarquable. Et le réécrire en hongrois n'était certes pas facile. C'est pourtant ce qu'a fait Laszlo Gara, et Dieu sait qu'il a bien réussi. Je pense que la version hongroise, naturellement, n'aurait jamais pu être publiée en 1948 ni dans les années qui ont suivi. Et c'est pour ça qu'on peut être reconnaissant aux instances qui ont permis qu'il sorte aujourd'hui en Hongrie, parce que maintenant, il peut sortir et il peut être compris. Voilà. Merci.